Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde des législatives pour mieux respirer. On a le plaisir de vous accueillir ce soir à La Base. Donc La Base, en quelques mots, c'est la base d'action écologique et sociale, qui est un lieu ouvert à Paris depuis maintenant 3 ans, qui va malheureusement bientôt fermer ses portes, et qui a accueilli les mouvements climat notamment, et qui a permis d'organiser beaucoup de choses et de rencontres. Donc on est sur une des dernières rencontres avant la fermeture définitive, en tout cas ici. On espère que ça pourra continuer ailleurs. Et ce soir, donc, on a le plaisir d'inviter 3 personnes que je vais présenter juste après, dans le cadre d'un cycle de table ronde qu'on organise depuis maintenant un petit peu plus d'1 an au sein de la coalition La Rue est à nous. Donc pour en dire quelques mots, La Rue est à nous, c'est une initiative qui avait été initiée par Alternativa Paris il y a maintenant de cela 1 an et demi, bientôt 2. Et qui rassemble du coup divers acteurs associatifs principalement autour des questions de pollution de l'air et de mobilité, en essayant de faire bouger les choses, que ce soit à Paris ou en Île-de-France, et puis SAESM progressivement dans le reste de la France. Et donc ce soir, on a voulu organiser une table ronde autour d'un enjeu majeur, que sont les législatives dont le premier tour va avoir lieu ce week-end, en se posant la question justement de qu'est-ce que les législatives peuvent apporter sur la question de la pollution de l'air et des mobilités. Et donc pour ça, on a le plaisir d'accueillir, donc je vais les présenter dans l'ordre, donc Daphné Charnar-Taylor-Link, excusez-moi si j'écorche votre nom, donc qui est chargée de mobilité inclusive et durable au Secours catholique Caritas France. Charlotte Nenner, qui est donc conseillère régionale sous l'étiquette EELV à la région Île-de-France, est également co-responsable de la commission déplacement de la région Île-de-France, et qui a par ailleurs été aussi présidente du groupe de résistance à l'agression publicitaire. Je le souligne parce qu'on les connaît plutôt bien ici. Et puis accessoirement blogueuse aussi sur Charlotte à vélo, voilà, pour situer. Et enfin, Thibaut Quéré, donc, qui est responsable du plaidoyer chez la FUB, donc, qui est donc la Fédération des usagers de la bicyclette. Et je les laisserai ensuite se présenter un petit peu plus en détail. Et j'ai avec moi Barbara qui co-animera cette table ronde. Voilà, donc j'espère que vous passerez un bon moment et que vous en apprendrez beaucoup sur tout ça. On va peut-être commencer par un premier tour de table. Je laisserai donc chacun et chacune se représenter. Et puis peut-être dire un mot déjà de quelles sont vos attentes politiques vis-à-vis de ces questions-là. Donc chacun avec vos casquettes respectives. Et peut-être un premier bilan voilà, du constat politique que vous faites sur vos différentes thématiques. Et puis peut-être justement qu'est-ce que vous espérez de ces législatives. Et du coup, je vous laisse commencer. Peut-être Daphné pour commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis en charge des sujets en lien avec la mobilité au sein du Secours catholique. Alors juste pour se redire, le Secours catholique, on est une association loi 1901 qui travaille sur le terrain avec nos 60 000 bénévoles partout en France, mais on a aussi à cœur de travailler sur les causes de la pauvreté, pas uniquement les conséquences. Et donc c'est la raison pour laquelle on se mobilise politiquement, notamment dans le cadre des législatives. Et puis, bien sûr, sur la thématique particulière des mobilités aujourd'hui. Vous redonnez juste, avant de répondre à ta question, quelques points qui me semblent importants sur les mobilités. En fait, pourquoi au Secours catholique, ça fait partie de nos sujets. En fait, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que les bénévoles travaillent sur ce sujet-là, simplement parce qu'en fait, on se rend bien compte que l'accès à la mobilité, c'est un enjeu d'accès au droit et que finalement l'immobilité c'est un frein à l'emploi, au droit, à la santé, et ça on le voit particulièrement dans les territoires ruraux, périurbains, mais aussi dans les territoires urbains. Mais c'est vrai que c'est une problématique que rencontrent nos bénévoles de manière assez fréquente. Donc il y a les actions qu'on peut mener localement pour résoudre les problématiques. On a aussi des équipes qui se mobilisent pour que se développent les transports en commun sur les territoires, etc. Et puis bien sûr, en fait, il y a la question de nationalement, comment en fait on réfléchit à ça en se disant si les mobilités, c'est une question d'accès au droit, c'est des problématiques d'accès à la mobilité parce que c'est financier et que ça crée énormément d'isolement. Finalement, en fait, comment ce problème structurel, on le traite, et on est bien sûr l'articulation dont on parle beaucoup en ce moment, mais des enjeux sociaux et environnementaux. Et nous, on a la conviction qui est de dire, mais en fait, cette dépendance à la voiture,
en fait, ça crée des situations où les plus précaires ne peuvent pas se déplacer. Et en plus, ça crée un impact écologique majeur. Donc pour nous, c'est vraiment comment on arrive à garantir un droit à la mobilité durable pour tous et qui laisse vraiment personne de côté. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a cet échelon local qui est très important. Mais pour nous, il y a vraiment ces enjeux nationaux autour finalement de comment on permet financièrement aussi l'accès aux nouvelles mobilités. Il y a bien sûr tous les enjeux autour des véhicules plus propres, mais il y a aussi la tarification solidaire sur tous les nouveaux dispositifs, que ce soit l'autopartage ou autre. Et puis il y a la connaissance, et pour nous qui est vraiment aussi important, de tous les dispositifs. Le grand sujet du moment sur certains territoires, c'est les zones à faible émission. Nous, on voit bien que les personnes qu'on accompagne, elles ne sont pas du tout au courant de ce qui va se passer. Elles ont une vraie difficulté à se projeter. Donc comment aussi, en fait, nationalement, on arrive à se dire c'est pas qu'un problème qui va concerner certains territoires, mais qui est en fait un enjeu national, pour se dire, en fait, ensemble, collectivement, on veut améliorer la qualité de l'air, et pas simplement pour les centres très souvent qui concernent plutôt les populations aisées, mais qui est sur un périmètre qui aussi permet aux plus précaires de bénéficier des impacts positifs de la réduction des émissions, des émissions de polluants atmosphériques. Bon, voilà, c'est un peu, un peu global, mais voilà un peu... Non mais c'est bien, au moins ça nous met direct dans le bain. Et ben Charlotte, si vous voulez réagir. Oui, juste pour faire le bilan un peu de ce quinquennat, puisque c'est aussi ça qu'on fait ce soir. Enfin, c'est aussi ça l'enjeu des législatives, c'est de voir aussi quel est le bilan. Donc le bilan du gouvernement sur les questions de pollution de l'air et au regard des questions de mobilité, c'est un bilan de l'inaction. C'est exactement comme pour les émissions de gaz à effet de serre. En fait, pour la pollution de l'air, c'est une condamnation, double condamnation de l'État, comme pour l'inaction climatique. Donc l'État est reconnu coupable de ne pas en faire assez sur les questions de pollution de l'air. Donc c'est surtout un constat d'échec et un aveu qui est cinglant, puisque nous ne respectons pas du tout les normes fixées par enfin en tout cas les règles fixées par l'Europe. Et notre plan d'action est très mou et la France est très attentiste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore mesuré l'urgence de la situation et notamment l'urgence sanitaire. Puisque dans les 5 années qui précèdent, les rapports des médecins, donc des autorités de santé, ont montré le nombre de morts prématurées dues à la pollution de l'air, qui était particulièrement important. Et ces études scientifiques, donc confirmées par les autorités de santé, montrent que c'est des morts prématurées qui sont, je vois à l'échelle de l'Île-de-France, c'est plus de 6000 personnes par an qui meurent prématurément de la pollution de l'air. À l'échelle de la France, c'est 48 000, mais c'est probablement le double si on prend en compte tous les cocktails. Donc ça, c'est la première chose, c'est quand même l'inaction et qui a été reconnue dans les tribunaux. La deuxième chose du bilan que je ferai par rapport à ces questions-là, c'est que le gouvernement a voulu mettre en place les ZFE, donc les zones à faible émission. Et c'est un peu sa seule action en termes sur la pollution de l'air. Mais en fait, pour moi, les ZFE, c'est juste refiler le bébé aux métropoles, c'est-à-dire ne pas assumer ses responsabilités et donc refiler le sujet de la pollution uniquement aux métropoles, mais sans leur en donner les moyens. Donc, c'est-à-dire sans leur donner les moyens de contrôle, puisqu'on ne peut pas contrôler dans les ZFE, donc autant vous dire ça ne sert à rien. Personne n'est au courant. Ce sont des dispositifs extrêmement compliqués, avec des dérogations pas possibles et avec aussi un traitement de la justice sociale qui est très, 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 très insatisfaisant. Donc ça, c'est la deuxième chose que je retiendrai de ce quinquennat, c'est voilà, on refile le bébé avec les ZFE aux métropoles sans assumer. Et la troisième chose du bilan que je voulais mettre en avant, c'est une approche de la pollution de l'air qui est essentiellement techno. Donc c'est une approche très start-up nation, etc. Et du coup, c'est la seule en fait, réponse qui a été donnée, c'est le véhicule électrique et l'hydrogène.
Et en fait, avec mettre en gros un fric de dingue d'argent public, hein, sur des véhicules, donc une approche complètement technique de la solution mobilité, sans avoir une approche systémique, ce qui, je pense, est une erreur majeure. Et du coup, au lieu de mettre beaucoup d'argent, par exemple, sur le rail ou sur d'autres types de mobilité, eh bien, on a préféré mettre énormément d'argent sur l'hydrogène et l'électrique. Alors, je ne dis pas que l'électrique, ça ne fait pas partie de la solution. Ça fait partie de la solution, mais c'est assez impressionnant de voir que les pouvoirs publics peuvent consacrer jusqu'à 18 000 € par ménage pour passer à l'électrique. Est-ce qu'on reçoit autant d'argent par ménage, 18 000 € pour un ménage, pour prendre le train ou voilà. Donc on est vraiment sur des... Alors, c'est pour ça que on a cette approche techno, c'est une erreur, et c'est surtout, ça entretient la dépendance à la voiture. Et donc, en fait, ça ne sort pas du tout les choses. Voilà. Alors oui, s'il y a des questions, on les prendra juste après, un petit peu plus tard dans la discussion. Mais on va d'abord donner la parole à Thibaut pour enchaîner. Ça faisait un beau parallèle avec les mobilités douces, justement. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi à la base, dont on regrette la fin prochaine ici, mais espérons que on retrouve un lieu comme ça pour avoir ce genre de débat qui malheureusement n'habite pas forcément beaucoup le discours national et les débats nationaux, notamment à l'occasion à la fois de la présidentielle et maintenant des législatives. Donc ce sujet évidemment de la transformation des mobilités et des enjeux qu'on a à la fois évidemment sur la question sanitaire liée à la pollution de l'air. On a aussi la question sanitaire qui est liée au problème de sédentarité extrêmement fort, et c'est aussi pour ça que nous, les mobilités actives, on traite aussi de cet enjeu-là autour du vélo. Je pourrais revenir là-dessus, mais il y a vraiment tout ce bloc sanitaire qui ne va pas. Il y a l'urgence sociale qui est très forte, sur laquelle se mobilise énormément le Secours catholique, de cet accès à une mobilité qui soit moins chère et de cette sorte de trappe dans laquelle se retrouvent beaucoup des personnes en France liées à l'augmentation des prix de l'énergie. Et quand on est dépendant de la voiture, on a objectivement pas trop le moyen de faire autrement, et donc on se retrouve à plutôt rogner sur le nombre de déplacements ou de kilomètres qu'on fait avec son moyen de transport, plutôt que de pouvoir utiliser un autre moyen de transport qui serait soit le vélo, soit le rail, soit des transports collectifs ou un partage de l'usage de la voiture. Donc urgence sociale et puis évidemment l'urgence climatique qui habite globalement, enfin ce sujet ultra transverse qui habite à peu près tous les usages et toutes les politiques qui ont été mal faites depuis plusieurs années et qu'il va falloir complètement revoir dans un autre sens. Donc nous, à la FUB, on est une fédération, donc une association d'associations, un peu comme le Secours catholique. On anime un réseau d'associations locales, à peu près 500 en France, qui, elles, travaillent vraiment à l'échelle locale sur cette problématique du changement de mobilité, du partage de l'espace public, de la cohabitation / conflit entre les modes, et de faire progresser autant que se peut le vélo en complémentarité avec la marche, qui reste quand même un des principaux moyens de déplacement en France, même si on l'oublie régulièrement, en forte régression par rapport à il y a 50 ans, mais qui existe toujours. Donc la marche et les transports collectifs, évidemment, qui permettent ce transit de masse et du transit de moyenne ou longue distance. Donc 500 associations, et on comprend très bien la problématique de la mobilisation locale. Parfois, on se demande plutôt pourquoi faire du plaidoyer à l'échelle nationale, pourquoi se mobiliser sur des élections pour une question comme le vélo qui apparaît comme étant peut-être soit un sujet anecdotique, soit un sujet très local, ou qui n'aurait lieu que dans la prise de décision. Bah oui, la piste cyclable, c'est comme si, et un tel veut des places de stationnement, mais lui voudrait une piste cyclable. Non, il y a un vrai enjeu politique à ce que le vélo soit non pas que vu comme étant un moyen de transport, mais vraiment un moyen presque de subversion un peu du système de transport et de son organisation, évidemment autour de la voiture, autour d'objets très un peu capitalistique, cette grande industrie automobile qui a réussi pendant très longtemps à la fois imprégner les esprits par la publicité, imprégner évidemment les prises de décision politiques au travers d'investissements forts et d'incitations fiscales qui sont encore très très fortes dans le budget de l'État. Et donc nous, de comment on peut, via un objet au final assez pratique, très low-tech, très réparable, très
très simple et que tout le monde connaît et avec lequel en plus on a une forme de relation d'affection, de comment on peut un peu changer tout ça et donner aussi une forme de nouvel espoir dans la mobilité. C'est pas que prendre sa voiture, payer cher chaque mois, mais ça peut être aussi un objet vraiment d'émancipation individuelle et qui touche tous les publics. Et c'est pas celui qui a la plus grosse voiture, c'est pas celui qui a le plus gros vélo, en vrai on s'en fout un petit peu généralement, c'est plutôt le plaisir qu'on peut y prendre. Donc nous, on est déterminés beaucoup sur les échéances nationales, on est extrêmement présent à la FUB sur les questions de plaidoyer auprès de tout le champ institutionnel et puis auprès aussi des grands acteurs type SNCF ou les grandes associations type Grand-Mère de France. Pour vraiment travailler, et c'est là où les législatives, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous, sur comment vraiment on a une ambition à la fois pour le vélo, mais dans une cohérence de la réduction de la place de la voiture individuelle, qui aujourd'hui mène à une impasse sociale, sanitaire et climatique que tout le monde constate. Et comment on réussit à instiller ça dans l'esprit des décideurs, c'est qu'il n'y a pas que la décision, comme tu le disais Charlotte, technologique de passage d'une motorisation diesel, puis essence, puis hybride et puis à terme électrique. Comment ce changement technologique-là qui est nécessaire ne résoudra pas tout le reste des problématiques qu'on a citées. Et donc le vélo contribue à sa manière plus ou moins fortement, très fortement sur la question sanitaire et notamment les questions de sédentarité, où on a besoin de mettre les gens dans des pratiques d'activité physique, puisque c'est un vrai enjeu très très fort, donc un enjeu politique majeur pour le futur ministère de la Santé. Donc on a espoir que dans les futures attributions, ce sujet-là soit aussi au centre de la feuille de route. Le sujet, comme on le disait évidemment, de la pollution de l'air et puis globalement de comment on revoit les mobilités. Donc ça dans la feuille de route du futur ministre des Transports, qui aujourd'hui n'existe pas. Donc on verra bien dans la future mouture gouvernementale ce que ça donnera, mais c'est assez essentiel. Cette question, comme on disait, sociale, donc pareil, comment on donne un accès, comment on garantit ce droit à la mobilité qui aujourd'hui est absolument pas garanti en France. On a beau l'invoquer, en fait les gens n'ont juste pas le choix que de prendre la bagnole, puisque quand on est le long d'une nationale sans aménagement cyclable, autant dire qu'on frôle la mort si on le fait à vélo. Et donc comment on essaye de changer ça, et puis de manière presque plus prospective, donc là dans une logique vraiment politique de long terme, comment on crée cette sobriété spatiale et comment on revoit complètement l'aménagement du territoire pour éviter de se retrouver dans des situations où des gens se retrouvent à faire des distances qui sont au regard de l'histoire complètement déconnantes, 30, 40 km par jour, qui ne peuvent être de fait que faites en voiture. Comment on revoit ça en arrêtant cette spécification territoriale où d'un côté on a les zones d'activité, typiquement en Ile-de-France les banlieues riches de l'Ouest, et puis à côté les classes travailleuses qui elles sont à l'Est ou au Nord et donc se tapent des temps de transport absolument insupportables et dans certains cas ne peuvent pas faire autrement qu'avec la voiture. Donc il y a vraiment cette logique politique et donc la nécessité de politiser les enjeux nationaux, donc politiser les échéances électorales comme celle-ci, où voilà, on a envie de susciter un maximum d'engagement de la part des candidates et des candidats et de susciter aussi la construction de majorités politiques les plus favorables à ces questions avec un logiciel politique qu'on tente au maximum de faire évoluer autour d'un objet extrêmement simple qui est celui du vélo. Merci pour ces présentations. Alors Thibaut, la première question sera pour toi. On aurait voulu savoir, on sait que la FUB a été à l'origine de 2 demandes dans le cadre du pacte pour la transition. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce pacte, sur les demandes, et peut-être un mot aussi sur comment ont été perçues ces demandes ? Alors, donc là, par rapport à la campagne des législatives, disons qu'il y a 2 campagnes en cours. Il y a celle du pacte, dans laquelle nous, on se retrouve et qui reprend des éléments d'une campagne en fait plus large, de laquelle je pourrais parler avec encore un peu plus de confiance et qui permettra d'aborder un peu plus de sujets, qui est celle qu'on mène nous en propre, autour donc d'un livre blanc qu'on a rédigé, mais surtout de propositions qu'on a construites avec notre réseau de militants, autour de 10 priorités par rapport au vélo, et dans laquelle on retrouve un peu en tête de liste ce sujet absolument essentiel, très chiant a priori, qui est celui de l'infrastructure, très chiant à double titre puisqu'il concerne l'infrastructure et le financement de l'infrastructure, mais absolument essentiel d'un point de vue politique, puisque c'est ça qui aussi historiquement a permis le déploiement d'autoroutes en France, de routes nationales, et de créer en fait les conditions d'aujourd'hui cette impasse autour du système automobile. Donc la première mesure et la première demande qui est absolument essentielle et qui est un peu le nerf de la guerre, qui est celle de démultiplier, en fait décupler les financements pour le vélo du côté de l'État auprès des collectivités pour une chose qui est très simple, c'est la mise en place d'aménagements, c'est-à-dire de pistes cyclables
sécurisées en milieu urbain et en milieu rural, de liaisons intercommunales, donc des voies vertes, même des pistes cyclables le long de départementales, qui permettent aux gens de pouvoir se déplacer en sécurité, seuls, avec des enfants, en étant accompagnants d'une personne âgée ou que sais-je, et donc de ne plus être dépendant de cette voiture aussi dans des espaces où parfois les transports en commun ne pourront pas en fait être mis en place parce que pas forcément de modèle économique, pas forcément les financements locaux. Donc ça, c'est la mesure première, un peu nerf de la guerre et sur laquelle vraiment on insiste et qui, je pense, vraiment fera partie de notre plaidoyer très intense en début de prochaine législature, début de prochain quinquennat. Là-dessus, l'accueil, il est toujours bon. En fait, il est toujours de bon ton d'être pro-vélo. En fait, alors peut-être qu'il y a 5-10 ans, c'était pas trop le cas parce qu'on avait un peu peur de prendre des positions pro-vélo. Aujourd'hui, et c'est plutôt heureux, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand on fait des rendez-vous, on en fait beaucoup. Quand on rencontre des partis de la droite, extrême droite, droite radicale, bon, on évite les rendez-vous avec l'extrême droite, mais bon, parfois ils viennent vers nous, droite dure jusqu'à la gauche, on a globalement un accueil qui est favorable là-dessus. Après, la question là où elle va se jouer, c'est que dans la planification des investissements, donc vraiment, encore une fois, tout ça n'est pas très très sympathique et c'est très ardu, mais c'est là où le nœud politique se crée. Dans la planification des investissements, il va falloir que le vélo soit décuplé, mais à côté, il va falloir aussi enterrer tous les projets climaticides et complètement déconnants et décorrélés d'une ambition pour le vélo, qui sont ceux qui visent à déployer un système automobile encore plus fort. Et c'est là où politiquement, on a presque encore plus d'enjeux à y aller, c'est de dire comment on fait un moratoire sur les routes nationales qu'on veut dédoubler, sur les contournements routiers de telle ou telle métropole qui en fait sont des trappes à voitures et des futurs facteurs d'augmentation du trafic automobile qui en fait vont complètement annihiler les efforts qu'on va faire à côté sur le vélo. Et donc là, on a un vrai enjeu politique de mettre bien ça en tête, que toute politique qui se fera pour le vélo se fera aussi en moins sur le système automobile. Et donc là, nous, on appelle de nos voeux des modèles type Pays de Galles ou le département d'Ille-et-Vilaine, par exemple, qui ont fait le choix politique d'assumer de ne plus jamais investir dans l'expansion du système automobile et notamment son infrastructure, pour au contraire réaffecter tout l'argent, parce que ça coûte vraiment une blinde, réaffecter tout l'argent dont on nous dit souvent qu'on ne l'a pas, vers le développement des mobilités actives et aussi du transport ferré. Donc vraiment, il y a quelque chose de très fort là-dessus. Donc l'accueil est plutôt positif, mais maintenant, c'est comme toujours, un gage à ceux qui se sont engagés maintenant de le mettre en place à terme, et puis de construire, nous, le rapport de force. Et puis après, on a toutes les mesures aussi, plutôt sur l'accompagnement, qui est vraiment une dimension très très large, qui va à la fois des aides à l'achat, des aides à la réparation, de la conversion automobile vers voiture, et puis aussi de toutes les aides type forfait mobilité durable, et celles qui concernent plus spécifiquement le domicile-travail, qui reste une des grosses poches aussi de déplacement qu'il va falloir décarboner et changer pour s'assurer qu'elle soit plus soutenable. Et donc ça, là-dessus, on a plutôt des oppositions qui viennent de pensées qui ne veulent pas contraindre, donc plutôt des pensées libérales qui ne veulent pas mettre en place d'obligations auprès d'entreprises, par exemple, pour proposer à leurs salariés la mise en place du FMD. Mais on sent quand même que les lignes bougent un peu, notamment dans le contexte là de pouvoir d'achat, de crise de pouvoir d'achat et de nécessité de trouver en fait des leviers très concrets et très pratiques de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Là, la question du FMD, on sent qu'elle peut remonter un peu comme étant un des moyens de se dire, bon, on va peut-être faire blocage des prix d'un côté ou ristourne sur le gasoil, potentiellement un chèque alimentaire, mais peut-être que sur la mobilité domicile-travail, qui est quand même une mobilité absolument contrainte, peut-être que le FMD peut être aussi un moyen de relibérer du pouvoir d'achat pour les salariés. Donc on a bon espoir qu'en début là, de mandature, on va pouvoir aussi avancer là-dessus. Juste le FMD, du coup, si tu peux redire. Le forfait mobilité durable, donc c'est une aide un peu sur le même fonctionnement, si vous voulez, que l'abonnement de transport en commun qui nous est remboursé à 50% par l'employeur. Le FMD, c'est le remboursement, pas que du vélo, mais du vélo, du covoiturage, de l'autopartage par l'employeur. Très bien, merci. Peut-être Daphné, en réaction un petit peu à ce qui vient d'être dit, comment le Secours catholique se positionne sur ces questions-là? Est-ce que vous tirez un peu le même constat? J'imagine que vous avez une position peut-être un peu différente des assos plus traditionnels, en tout cas plus engagés sur des questions très précises. Oui, effectivement, on essaie d'avoir une vision la plus globale possible et on sollicite beaucoup, et heureusement que vous êtes là justement pour tout ce qui est infrastructure, financement des infrastructures, tout ça, on s'y prête pas trop à cet exercice. Mais par contre, les constats sont les mêmes en fait, qui est ce que je rappelais en introduction, où en fait on voit bien qu'aujourd'hui, on
on a créé une société qui est dépendante de la voiture et qui exclut en fait de fait les plus précaires qui n'ont pas les moyens. Déjà, il y a la première étape qui est d'accéder au permis. En fait, déjà, pour les populations qu'on accueille, c'est en fait déjà un budget qu'ils n'ont pas. Et puis une fois qu'on a réussi à passer ce niveau-là, il faut pouvoir accéder à l'achat d'un véhicule, supporter les coûts du carburant, de l'assurance, etc. Donc en fait, rien que ce premier aspect très financier, nous on voit bien que c'est la première raison pour laquelle les personnes ne peuvent pas se déplacer, et donc toutes les conséquences qui sont des renoncements aux soins, qui sont des véritables difficultés aussi à se rendre dans les lieux où on va pouvoir accéder aux aides, quand on doit, parce que c'est pas toujours simple d'accéder au RSA et autres, et en fait dans ce contexte de centralisation des services publics, en fait des personnes renoncent aussi à pouvoir s'y rendre parce qu'elles n'ont pas les moyens, des moyens financiers, mais en fait juste des moyens de transport parce qu'il n'y a pas de transport en commun, etc. Donc effectivement, nous on a vraiment cet enjeu de se dire comment on construit aussi une société qui a aussi moins besoin de se déplacer, un modèle plus sobre, et puis de penser aussi cette société plus sobre écologiquement. On évoquait tout à l'heure les enjeux technologiques qui sont en soi, qui peuvent être une solution. Mais en fait, on résoudra pas les problématiques des plus précaires, parce que si en fait on se dit que tous les financements doivent aller dans la technologie, dans les véhicules électriques, etc., de fait, on aura toujours les plus précaires qui seront laissés sur le bord de la route. Donc au contraire, en fait, on est vraiment aujourd'hui dans une situation où on voit bien que socialement, écologiquement, c'est pas tenable. Donc comment on crée une société où on en profite pour se dire, en fait, aujourd'hui, il y a déjà 13 millions de personnes qui sont précaires de la mobilité. Et donc, profitons-en, en fait, de ce moment où on doit vraiment repenser nos sociétés pour se dire comment on accompagne aussi ces personnes qui sont aujourd'hui dans l'immobilisme, quand d'autres, eux, se déplacent à outrance. Donc, il y a aussi vraiment cet enjeu pour nous de sobriété et en fait même de justice dans les mobilités pour permettre vraiment pour garantir ce droit à la mobilité qui est absolument pas garanti. Et donc après, effectivement, nous, on a vraiment à cœur de se dire, il y a l'échelon local, et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à trouver un panel de solutions. On a toujours un peu tendance à mettre un peu dans le même panier les plus précaires, comme si c'était une seule et même sorte de personne. Mais en fait, on a des besoins qui sont complètement différents. En fait, quand nous, on accueille une femme seule avec ses 3 enfants, vous ne pouvez pas lui apporter la même réponse qu'à un jeune homme qui est en attente d'un titre de séjour, qui parle à peine le français, et qu'une personne âgée qui se retrouve complètement isolée dans son village. Donc il n'y a pas une seule solution pour nous, c'est vraiment comment on pense sur des territoires, on prend en compte les besoins des personnes et on assume de se dire, en fait, on ne peut pas se dire on est monomode, mais on propose différentes solutions qui sont adaptées aux différents types de populations, avec vraiment cette conviction qu'on a très fortement au Secours catholique, qui est de se dire, si on prend en compte les besoins des plus précaires, si on comprend leurs problématiques, en fait, ça servira à l'intérêt général. En fait, c'est une question de bien commun. En fait, s'intéresser aux plus précaires, ce sera forcément bénéfique pour tous. Et donc, c'est vraiment de là-dessus, nous, qui nous semble vraiment important de partir, en fait. Et est-ce que vous pensez que la loi, elle peut influer justement positivement la question de l'inclusivité de la mobilité? Est-ce que vous pensez que les élections législatives pourront avoir un impact concret sur la question de l'inclusivité de la mobilité, c'est-à-dire permettre la mobilité à toute la population et pas seulement à certaines catégories de la population? Effectivement, en fait, sur beaucoup de champs, sur je dirais une multitude de champs, il y a vraiment un impact national très fort. Déjà sur la question des financements, parce qu'en fait on ne peut pas, c'est ce que vous évoquiez aussi sur les ZFE, en fait on ne peut pas simplement dire ok, la mobilité c'est quelque chose de local, donc les métropoles, les agglomérations, les Comcom, vous vous débrouillez parce que c'est votre sujet. Non, et on le voit bien, par exemple, c'était quand même une avancée assez intéressante dans la loi d'orientation des mobilités, qui a demandé à ce que les communautés de communes se positionnent pour prendre la compétence mobilité. Donc ça, c'est une démarche qui nous a semblé très intéressante, parce qu'effectivement, on avait ces zones blanches de la mobilité où tout le monde se regardait en se disant non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, donc ok, on fait rien en fait. Sauf que, en fait, effectivement, il y a cette possibilité de prendre la compétence mobilité, mais nous, ce qu'on observe localement, c'est beaucoup d'acteurs locaux qui nous disent nous, on a envie, on a à cœur d'accompagner les plus précaires, parce qu'on voit bien ces personnes qui ne trouvent pas de boulot, ces personnes qui ne voient personne de la semaine parce qu'elles ne peuvent pas sortir de chez elles. Mais en fait, même si on prend la compétence, on n'a pas de moyens financiers pour mettre en place des choses. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui est de se dire, oui, il y a des décisions qui doivent être prises localement pour prendre en compte les besoins des plus précaires et les besoins des populations de manière générale. Mais en fait, il faut accompagner ces collectivités
financièrement par exemple. Après, il y a bien sûr aussi tous ces enjeux sur lesquels on avait pas mal travaillé, notamment lors de la Convention citoyenne pour le climat, qui est autour des aides à la conversion, par exemple. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a différents dispositifs qui existent, dont principalement la PAC, la prime à la conversion, qui est un dispositif qui finalement touche très peu les plus précaires. Ça, c'est quelque chose qui est national, et donc pour nous, il y a aussi un enjeu à ce qu'en fait, on se dise comment des dispositifs financiers servent les plus précaires, et aussi dialoguent entre eux, parce qu'on a des dispositifs comme le microcrédit ou d'autres choses qui sont pensées, mais indépendamment de toutes ces aides à la conversion, par exemple, et l'articulation avec les aides locales. Donc vraiment, il y a aussi cette question de comment on accompagne localement les collectivités, les autorités organisatrices de la mobilité, comment on met en place des dispositifs nationaux pour accompagner ces transitions. Et puis là, je parle de la voiture, mais il y a aussi la tarification solidaire. Et puis aussi, il y a quand même aussi pour nous cet enjeu d'information autour de ces enjeux. Les enjeux sanitaires que vous avez évoqués, on le sait aussi, les plus précaires sont souvent les plus impactés et les plus exposés à la pollution, avec une moins grande capacité de résilience. Donc ça aussi, c'est aussi à l'État de prendre ses responsabilités vis-à-vis des inégalités sociales de santé qui sont aussi existantes. Ouais, et pour ça, je renvoie notamment vers le rapport d'UNICEF sur le lien entre pauvreté et impact de la pollution de l'air, qui est assez édifiant sur ces questions-là, qui montre très bien ce lien-là. Charlotte, peut-être pour terminer sur cette première question, en tant qu'élu, justement, comment est-ce que vous percevez ça, notamment en tant que conseillère régionale, avec les différents échelons qui peuvent exister, puisqu'en effet, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle le millefeuille territorial, avec un ensemble d'acteurs. Et sur la question du transport, c'est d'autant plus le cas avec la SNCF, la RATP, la région, enfin je ne vais pas tous les citer. Voilà, comment ça se passe pour une conseillère sur ces questions? Alors, je voudrais juste revenir à quelque chose de très politique. Parce que le problème de la mobilité, c'est qu'on croit que c'est très technique, et en fait, c'est très politique. Et donc, il faut absolument qu'on repolitise le débat et qu'on repolitise les enjeux. À la région Île-de-France, donc c'est Valérie Pécresse qui est à la tête de la région Île-de-France. Et d'un point de vue de mobilité, ce sont des choix qui sont faits d'orienter énormément d'argent de la région vers la subvention des véhicules électriques. C'est aussi des choix qui sont faits de ne pas rétablir l'offre des transports en commun à 100%, alors qu'on est largement sorti du Covid et là qu'on est vraiment sur des situations où on attend encore son métro une demi-heure, ce qui n'est pas normal. Donc on est sur des situations, on retrouve des situations de saturation qui font que les transports en commun sont si dénigrés en Île-de-France et sur lesquels on a encore des problèmes de congestion automobile qui sont majeurs. Donc ce sont des choix politiques de ne pas revenir à une offre à 100% et surtout de ne pas développer l'offre dans les territoires les plus mal desservis. Donc on est sur une situation où la région Île-de-France, elle préfère accompagner et investir sur le CDG Express, sur le Grand Paris Express ou sur l'extension du RER E qui va déjà dépasser de 1,7 milliard la note finale. Et là, je reviens sur un point important. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les transports en commun, la région Île-de-France bouffe tous les crédits. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut qu'on rééquilibre aussi ces enjeux de transport en commun sur l'ensemble du territoire. Nous sommes la région la plus riche de France et nous sommes aussi la région qui bouffe tous les crédits d'investissement qui sont liés au transport en commun, alors que Marseille a 2 pauvres lignes de métro. Donc il faut qu'on arrive à rééquilibrer ça au niveau national. Ça, c'est un point important. Et puis, dernière chose aussi que je voulais dire, comme quoi ce sont des choix politiques. Aux dernières séances du Conseil régional, on a voté 2 choses. La première chose, c'est un plan route. Donc, ça veut dire qu'on a, contrairement au département que tu citais, en région Île-de-France, on réinvestit à nouveau dans la route, dans des échangeurs routiers, dans des projets qu'on appelle routes intelligentes. Alors, j'ai toujours pas compris ce que c'était une route intelligente. Pour moi, ça ne pense pas beaucoup, une route. Enfin, ce sont des investissements, des gadgets et encore l'obsession de la fluidité.
l'obsession de l'embouteillage. Évidemment, c'est une totale fuite en avant puisqu'on va créer des nouvelles voies autoroutières, routières. Et donc, il va y avoir deux nouvelles voitures. Et du coup, il va y avoir encore plus d'embouteillages. Donc, et la droite à la région n'a toujours pas compris cette équation. Donc, on est encore, je suis désolée, mais on est encore 30 ans en arrière où on est en train d'expliquer des trucs de base quand on comprend un peu les transports. Et dernière chose qu'a fait Valérie Pécresse, donc la deuxième chose qui a été votée au Conseil régional d'Île-de-France dominé par la droite, c'est une prime à la conversion de 500 € pour ceux qui passeront au bioéthanol. Donc là, pareil, on est en train de subventionner une dépendance à la voiture pour passer au bioéthanol, qui est particulièrement néfaste si on regarde son bilan environnemental global, et puis avec une espèce de fuite en avant, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas d'offre de transport, et on n'arrive pas, par exemple, dans l'urgence, si on parle d'inflation et de pouvoir d'achat, on n'arrive pas, par exemple, à faire des pistes provisoires pour faire le RER vélo ou d'augmenter encore les primes à l'achat de vélos électriques sur lequel Valérie Pécresse n'est pas complètement nulle. Le Véligo est un succès. Et c'est vrai qu'on lui doit bien ça. Mais l'approche politique du vélo est une approche où, surtout, il ne faut pas opposer les modes. Et quand on fait ça, on fait une autoroute. Et puis après, on se dit, tiens, il faudra peut-être une piste cyclable. Et en fait, on ne pense pas les choses de façon systémique. Et donc, c'est là où c'est le problème. C'est-à-dire que quand on est en Île-de-France, on se rend compte à quel point il faut opposer les modes parce que l'espace n'est pas infini, tout simplement. Et donc là, il faut qu'on fasse des choix et des choix politiques. Et là, pour l'instant, la droite est encore dans l'illusion où je vais pouvoir fluidifier le trafic en rajoutant des voies de circulation automobile. Je vais pouvoir faire des ronds-points. Je vais pouvoir subventionner la voiture. Puis je vais faire un peu de vélo quand même. Et donc, on voit bien à quel point le vélo a été complètement instrumentalisé. Et donc, on fait... Mais regardez, je fais du vélo. Je fais un plan vélo. Sauf que le plan vélo de la région, il stagne. En fait, c'est toujours le même montant. Il est à 24 millions d'euros et depuis des années, et il n'est pas plus cher, etc. Donc, résultat, on a un super beau discours, mais en fait, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas plus de sous. Et il y a encore une volonté de refiler le bébé aux communes, puisque c'est elles qui font faire concrètement les pistes cyclables. Donc voilà pour l'instant où on en est. Donc, ce que je veux dire, c'est encore en tant qu'élu régional, moi je suis élu régional d'opposition. Mon travail, c'est évidemment de proposer et d'avoir des alternatives, mais il faut savoir qu'on est quand même dans un débat qui est éminemment politique avec des visions assez radicalement différentes. Mais ça ne nous empêche pas quand même de faire avancer le schmilblick et de pouvoir avancer. Notamment, par exemple, quand on subventionne une bande cyclable avec juste de la peinture, là, on est capable de travailler avec les services pour leur dire, non, la peinture, ça ne sert à rien. Et du coup, justement, sur toutes ces questions-là, à quel point d'avoir des députés engagés pour le vélo, peu importe la couleur politique, ça pourrait changer les choses, ça pourrait influencer les régions, parce que vous disiez notamment que la région Île-de-France grappillait toutes les aides donc, nationales, c'est bien ça. Donc voilà, qu'est-ce que ça pourrait changer de ce côté-là ? Alors, je pense sincèrement que sur les questions de transport, au niveau de l'échelon, moi je suis très régionaliste, donc je ne serais pas du tout pour que l'État prenne la main sur les régions par exemple, mais on a un énorme travail à faire sur le rail. Et là, il faut qu'on ait une politique nationale. Et donc c'est au niveau de la loi et au niveau de l'Assemblée nationale que ça va se faire. Il faut qu'on ait un plan pour le rail, pour réouvrir les lignes ferroviaires, pour travailler sur les trains de nuit, pour pouvoir accepter les vélos dans les trains, pour pouvoir faire du cadencement, c'est-à-dire vraiment des trains qui sont beaucoup plus réguliers. Et puis, il faut qu'on travaille sur les tarifs. Ce n'est pas normal de faire un Paris-Dijon au prix d'un Paris-New York. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ces questions-là. Et sur le rail, je suis persuadée que les dégâts qui ont été commis au moment de la privatisation, je crois qu'il faut l'appeler comme ça, de la SNCF, c'est-à-dire que sa transformation en société anonyme, fait que les lignes doivent être rentables. On est vraiment dans une logique de rentabilité et de recherche de profit qui fait qu'on n'arrive pas à penser maintenant le rail comme un vrai service public qui n'est pas forcément bénéficiaire et sur lesquels le profit ne va pas arriver tout de suite.
Et donc, il faut penser le long terme. Le rail, c'est vraiment du long terme. Et c'est à l'échelon de l'Assemblée nationale que ça va se faire. Ça, c'est un premier point. Il faut des sous. Donc là, il faut qu'il y ait un plan national, il faut qu'on se mobilise. Et il faut que l'État aussi finance les mobilités actives autant qu'elle peut financer la route. Je pense que là, il y a aussi une histoire d'égalité, de traitement. Et puis, il y a un certain nombre de plans, il y a plein de choses qui manquent. Par exemple, la multimodalité, ça ne marche pas. Donc, il faut l'organiser, il faut la faire au niveau technique des billets, il faut faire des stationnements vélos en gare, il faut faire des tarifs adaptés, il faut pouvoir... voilà. Donc il y a tout un travail à faire sur la multimodalité qui n'est pas fait. Et puis enfin sur l'aménagement du territoire, comme je disais, c'est-à-dire que... il faut qu'on rééquilibre absolument les crédits et qu'on arrive à garantir le fait qu'on ait des transports en commun à Bourges qui ne soient pas complètement sous-dimensionnés ou par rapport à l'Île-de-France ou par rapport à des régions qui seraient très bien dotées. Merci. Moi, j'avais une question un peu plus générale sur ce que vous pensez sur le bilan du quinquennat par rapport aux questions de la mobilité et de la pollution de l'air aussi, parce que ça, on en a un peu moins parlé, mais c'est aussi une des thématiques de ce soir. Donc, Thibaut, peut-être pour commencer. Alors sur les questions de pollution de l'air, moi j'aurais un peu plus de mal à m'exprimer parce que c'est quelque chose qu'on suit un petit peu moins. La question n'a pas été entendue apparemment. Vous avez entendu ou pas Vous n'avez pas entendu la question? Si, c'est bon. Ok. Par rapport au vélo, disons que c'est assez ambigu le bilan qu'on peut en tirer, parce qu'en fait quand on part de rien, et c'était le cas en fait jusqu'à il y a peu de temps, tout progrès, et il reste à être souligné, mais tout progrès apparaît comme étant peut-être un peu plus magique que ce qu'il est vraiment, et on lui donne certains atours plus positifs que la réalité. Donc on ne peut pas nier que dans les 5 dernières années, on a eu pour la première fois quelque chose qui a été ancré sur le vélo. Déjà, donc, au niveau, comme on est en plus sur un débat sur les législatives, donc le rôle de l'Assemblée nationale, on pense qu'aujourd'hui, globalement, au niveau du cadre de la loi, en général, il n'y a plus tant d'avancées que ça à organiser, c'est-à-dire que les Comcom, enfin tout le monde quelqu'un a la compétence mobilité, la région ou la Comcom, mais en tout cas maintenant on s'en saisit, donc les zones blanches c'est à peu près terminé, ça n'empêche pas tous les sujets de répartition des compétences, tous ces problèmes de jeu d'acteurs locaux entre une ville qui a telle couleur politique, mais la majorité politique de la métropole est différente, donc en fait l'un bloque le projet de l'autre et donc on n'avance pas, et le vélo est très 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 régulièrement le sujet d'instrumentalisation locale. C'est assez marrant, je ne sais pas pourquoi c'est particulièrement nous qui prenons, mais régulièrement, c'est vraiment nous qui sommes au centre de l'opposition politique entre la Comcom et la ville-centre. Donc ce sujet-là n'est pas abordé, mais en fait, c'est un sujet plus global de répartition des compétences et le vélo trinque. Mais au niveau du cadre légal, globalement, il y a à peu près tous les outils. Après, ce qui manque, c'est encore une fois ce sujet, c'est un sujet profondément politique, c'est-à-dire quelle ambition on donne pour un mode par rapport à un autre, comment on l'a traduit derrière dans des budgets, comment on l'a traduit dans un discours politique, comment on l'a traduit dès qu'on a des événements. On a eu la crise sanitaire, là on a ce sujet de pouvoir d'achat très très fort avec la crise de l'énergie. On aura 1 milliard de crises qui vont se répéter, puisque de toute manière on vit dans une succession permanente de crises, puisque c'est un peu le rythme du monde actuel après 30 ans de démission politique collective sur plein de sujets. Et donc c'est comment systématiquement le vélo, les mobilités actives, mais le sujet des mobilités en général, doit prendre sa part dans le discours politique. Et très souvent, on n'en parle pas parce qu'en fait, ça fait un peu peur. On n'a pas envie... alors, il y a eu la crise des Gilets jaunes qu'on a... politiquement, pour certains, a été aussi un moyen de se dire, comme les gens ne veulent pas qu'on touche à la voiture, c'est une interprétation qui a été faite, du coup, il ne faut rien faire. Il ne faut pas en parler. Il ne s'agirait absolument pas de promouvoir un modèle alternatif, puisqu'on essentialiserait une volonté des citoyens d'avoir accès à une voiture. Ce qui est faux. Ce que les gens veulent, c'est accès à une mobilité idéalement qui leur coûte le moins cher possible, une mobilité qui leur permette d'aller là où ils veulent aller, puisque ce qu'ils recherchent, c'est avant tout une liberté dans leur déplacement et une capacité à juste vivre une vie à peu près normale, comme tout citoyen, et pas être bloqué. Et donc, il y a souvent cet argument-là qui maintenant est beaucoup utilisé. Et donc, le vrai travail qu'on a à faire et le vrai bilan de ce quinquennat, c'est
OK sur les outils législatifs, OK pour un premier budget national pour le vélo, c'est bien, dont acte, et ça a amorcé une dynamique, notamment auprès de certaines collectivités qui attendaient dans un jeu d'acteurs aussi versus l'État, qui attendaient qu'il y ait un signal politique qui descende vers elles pour qu'elles puissent s'engager. Mais maintenant, on ne peut pas se reposer là-dessus. On ne peut pas non plus être aveugle du fait que d'autres gros projets routiers ont été financés entre-temps, que le système ferroviaire n'est pas du tout dans le meilleur état qui soit, voire même est plutôt en décroissance. Et donc que nous aussi, ça nous pénalise parce qu'on n'envisage le vélo aussi que dans son intermodalité avec les transports ferroviaires sur de la longue distance, parce que c'est aussi là qu'on va capter, si on regarde juste la question climatique, c'est vraiment là on va capter de la part modale kilométrique à la voiture, et donc on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, si on prend le sujet vélo très enfermé sur lui-même, oui, il y a eu des avancées. Si on regarde le sujet plus général de la mobilité et de l'ambition politique, il y a encore beaucoup de boulot à faire, quoi. Alors, l'horloge, enfin le temps passe, du coup, on n'arrive pas du tout à la fin, mais ça va se profiler doucement. Du coup, si vous avez des questions dans le public, on va les prendre juste après. Ou sinon, ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Et pareil pour les gens qui sont sur le live. Est-ce que Daphné, vous voulez réagir justement à tout ça ? Oui, alors peut-être en complément sur le bilan du quinquennat, ce qui nous a semblé, nous, assez intéressant en élément positif, c'est donc à travers notamment la loi d'orientation des mobilités, l'introduction de ce qu'on appelle la mobilité solidaire. Donc c'est la première fois qu'en fait, on pense aussi à ces problématiques plus spécifiques. Donc pour nous, c'était quand même une avancée qui est assez intéressante de se dire que quand une autorité organisatrice de la mobilité a cette compétence mobilité, dans l'éventail de choses qu'elle a à faire, elle a ces enjeux de mobilité solidaire. Donc pour nous, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez positif. Dans la loi, mais sans sanction, sans calendrier. Mais en tout cas, on a aussi cette notion de plan d'action mobilité solidaire qui demande à ce que régions et départements collaborent ensemble et copilotent un plan d'action sur des bassins de vie. Et ça aussi, c'est une réflexion qui nous semble assez intéressante, de se dire que les gens n'arrêtent pas de se déplacer aux frontières administratives, mais en fait, elles se déplacent dans un bassin de vie. Donc il se peut très régulièrement que les personnes traversent des départements en fait, simplement pour aller bosser ou pour aller voir son cardiologue, par exemple. Donc en tout cas, ça pour nous, c'était quand même quelque chose qui est plutôt positif. La mobilité solidaire, c'est le fait de pouvoir prendre en compte les problématiques spécifiques des plus précaires. Je parlais par exemple des enjeux financiers. Il y a aussi toute la question des horaires décalés, des problématiques aussi des personnes qui n'ont pas un CDI où tout va bien tout le temps, je sais comment sera réglée ma vie pour les prochains mois, mais où je change régulièrement de boulot. Donc j'ai aussi besoin qu'on m'accompagne sur les dispositifs de mobilité existants. Donc c'est vraiment de prendre en compte les conditions de déplacement des personnes qui ont des emplois du temps morcelés ou des problématiques spécifiques. Pour continuer là-dessus, un point qui a été un peu plus négatif pour nous, c'est l'écoute de la Convention citoyenne pour le climat. On en parlait un peu tout à l'heure. Nous, on avait beaucoup porté avec le réseau Action Climat, notamment une mesure de prêt à taux zéro mobilité pour tous, en se disant, bien sûr, il faut qu'on trouve des alternatives à la voiture, mais aussi quand on est dans une vraie situation de dépendance, parce qu'en fait, j'ai des horaires décalés, parce que j'ai 3 enfants, enfin voilà, il y a plein de situations où aujourd'hui, vu l'aménagement du territoire, j'ai besoin d'une voiture. Mais comment je fais en sorte de l'utiliser au mieux et qu'elle pollue le moins et qu'elle me coûte le moins cher possible. Et donc le prêt à taux zéro mobilité, nous, ça semblait être une solution qui pouvait enfin permettre aux plus précaires d'accéder à un véhicule plus propre et bien de l'articuler avec les aides, parce que ça aussi c'est vraiment un enjeu de se dire en fait quand on est précaire, on n'a pas 5 000 € avancés de prime à la conversion. Certes, les aides peuvent être très intéressantes. Dans la métropole du Grand Paris, on peut avoir beaucoup d'aides, mais en fait, je ne peux pas attendre 3 mois pour avoir 12 000 €. Sinon, en fait, j'ai pas besoin de l'aide, quoi, finalement. Donc ça, pour nous, ça a été un peu décevant parce que la mesure a été un peu détricotée, transformée. Et puis toutes ces questions aussi autour finalement de la tarification, autour des transports en commun. Il y avait aussi les propositions de la TVA à 5,5. Enfin voilà, tout ça, nous, ça faisait partie. On était très en attente et la Convention citoyenne pour le climat a beaucoup travaillé sur ces enjeux-là. Donc pour nous, ça a été un peu décevant. Et puis, voilà, ce que tu disais aussi, Thibaut, je te rejoins là-dessus, sur l'impasse un peu gilet jaune, où on s'est dit, bon, bah non, les gens sont attachés à leur voiture, donc on fait rien. Voilà, pour nous, il y a vraiment cet enjeu de se dire comment on propose des alternatives vraiment aux personnes, et bien se redire qu'en fait, si les personnes aujourd'hui se sont retrouvées dans cette situation,
c'est en fait juste parce que pour aller bosser, elles n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Donc ça fait vraiment un peu double peine. J'ai pas d'alternative et en plus on vient me dire que ce que je fais, c'est pas bien. Et en plus ça va me coûter encore plus cher. Donc c'est comment en fait on sort un peu on politise un peu ça et on se dit proposons des alternatives. En ayant un appui national, tu posais la question de la qualité de l'air. Je pense que la réponse qu'on peut avoir sur le quinquennat, après je suis peut-être pas ça assez proche, mais en tout cas nous notre regard c'est de dire finalement l'État s'est dit le mécanisme qui semble le plus approprié c'est les ZFE parce que de toute façon c'est l'Europe qui nous le demande et puis ça concerne surtout les grandes villes, donc on va les laisser faire ça, mais pour le reste en tout cas sauf erreur de ma part on n'a pas vraiment entendu l'État là-dessus. Tout comme sur ces questions, encore une fois, si j'habite là, je suis plus exposée que là, et de prendre en compte vraiment ces questions de santé qui sont très peu mises en avant, ces chiffres de 48 000 décès par an. Qui les connaît, qui se les approprie? On a un peu l'impression que c'est comme ça, 3e cause de mortalité évitable, ok. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Et puis je vais essayer de voir s'il y en a sur le live aussi. Ouais, il y a un micro qui va tourner du coup. Moi, je voulais juste demander par rapport Anne Hidalgo, par exemple, il y a énormément de blagues sur elle, où tout le monde râle sur elle, qu'elle ait mis tellement de pistes cyclables dans Paris, etc. Moi, je suis un peu arrivée en France et à Paris après ça, mais je me demande comment est-ce qu'on communique là-dessus pour essayer de faire comprendre aux gens l'intérêt sans que ça devienne une blague générale. Je ne sais pas trop. Allez-y, je vous laisse. Moi, j'ai été élue il y a longtemps à la mairie de Paris et j'étais justement adjointe dans le 10e au moment où on a créé beaucoup de pistes cyclables. Et donc, les colibets, les grosses blagues et les débats super animés, on les a eus. C'est pas qu'une blague et c'est pas que des réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire. On peut pas se passer du débat démocratique. Et ça me paraît hyper important. C'est-à-dire que ce moment-là où on crée, où on dit qu'il faut opposer les modes, ça veut dire qu'on va faire des choix politiques. Et je pense que si les choix politiques ils sont faits de façon unilatérale, y a un moment donné, on se prend les gilets jaunes dans la gueule. Voilà, en gros. Donc, à un moment donné, si on zappe cette étape de concertation, de dialogue citoyen, on va tomber effectivement dans la blague ou dans le sentiment de se faire imposer quelque chose. Donc, il faut travailler sur tous les mécanismes démocratiques qu'on peut avoir. Et ce n'est pas pour rien que la crise des Gilets jaunes, elle a commencé par une histoire de prix de carburant. Et elle a débouché sur le référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire que ça raconte une histoire où finalement, le vrai truc qui unissait tout le monde, c'était pas forcément les questions de carburant, mais le vrai truc la vraie revendication, c'est une revendication très démocratique. Et donc je pense que même à tous les échelons, on peut en faire. Et quand on prend des décisions politiques qui peuvent être extrêmement courageuses, difficiles, à contre-courant, elles peuvent tout à fait être entendables si on ne prend pas les gens pour les cons. Voilà. C'est comme ça que je pense l'action politique. Et du coup, c'est toujours l'importance d'articuler urgence environnementale, urgence sociale et urgence démocratique. Je pense que les trois sont imbriqués et que ça se joue à tous les échelons et aussi à un échelon national. Daphné, Thibault... C'est bon, Daphné, Thibault, vous voulez réagir peut-être sur cette question de justement l'acceptabilité? Au final, c'est un petit peu ça la question. Oui, l'acceptabilité et encore plus l'acceptabilité sur les sujets vélo, parce que c'est vraiment là-dessus aussi que l'action d'Anne Hidalgo est beaucoup ou moquée ou au contraire adorée. Enfin, il y a tout un environnement. C'est devenu quasiment passionnel en fait ce sujet-là. Alors évidemment, encore une fois, la mobilité est un sujet extrêmement politique, donc elle est aussi vraiment le lieu de l'instrumentalisation politique par le bord opposé, par les opposants à la région, à la métropole. Enfin voilà, c'est partout pareil en France. Alors à Paris, on en a
un exemple qui aussi reflète notre centralité française, où dès qu'il se passe quelque chose à Paris, on a l'impression que tout de suite ça prend une dimension très importante, les journaux nationaux s'y mettent et les réseaux sociaux s'enflamment. C'est clair qu'il est difficile, enfin il était d'autant plus difficile il y a 10 ans, mais il est difficile aujourd'hui encore dans certains territoires de prendre des positions assumées sur cette question du conflit des modes et du partage de la voirie. C'est pas évident. Dans des villes, on a des parts modales de voitures qui sont à 60-70%. Les parts vélo, elles sont à 2-3% des déplacements qui sont effectués à vélo. Donc assumer un discours qui va être celui, bah oui, on va devoir développer massivement les déplacements à vélo. Déjà, c'est pas on va devoir, c'est qu'on va faire en sorte que les gens le fassent. On va pas leur imposer de le faire, mais en tout cas, on va leur donner enfin pour une fois les moyens de cette pratique. C'est pas toujours des discours qui sont évidents à assumer, et là-dessus, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, Anne Hidalgo l'a assumé, et tous ses opposants politiques aujourd'hui, ou même des députés qu'on a vus avant-hier, qui sont de la majorité actuelle et plutôt en opposition à l'échelle régionale, l'assument. Grâce à elle, elle a visibilisé la pratique du vélo dans une ville, elle a assumé un discours politique, au moins elle a, disons, déblayer le terrain pour les autres. Après, ça n'empêche qu'en effet, il est essentiel quand on mène une action politique, je ne suis pas élu, donc je n'ai pas une grande légitimité à le dire, mais moi je le vois plutôt du côté des associations d'usagers, de concerter au maximum, d'abord de concerter avec les principaux concernés, qui sont les usagers, donc de quoi avez-vous besoin, comment on construit une ville cyclable, qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité en place, quels sont vos besoins, comment on l'écoute et comment on crée ce cadre de la concertation premier pour détourer l'objet vélo, et puis après, comment on consulte plus largement à l'échelle du bassin des gens qui vont être concernés, des habitants et des habitants du quartier, comment on met en place cet aménagement cyclable, et non pas venir imposer par un schéma que viendrait ensuite appliquer de manière hyper dirigiste sur une ville, puisque c'est aussi là où on crée en effet l'espace, notamment pour certaines oppositions qui ne voudraient rien faire, leur donner l'espace pour dire de fait c'est un autoritarisme absolu, on veut nous dégager de nos bagnoles, et passer en fait du conflit des modes que nous assumons nous complètement, et je pense qu'il est nécessaire à assumer politiquement, au conflit des gens, et où là pour le coup on arrive dans une impasse politique, on va dire vous voulez tuer l'automobiliste, vous voulez en fait l'automobiliste n'est que la personnalité politique qu'on veut faire de lui. L'automobiliste, c'est une personne qui souvent, pas tout le temps, mais à deux jambes, pourrait marcher, faire du vélo, prendre les transports en commun, que très régulièrement on oblige en fait à mettre dans la voiture parce qu'il n'a pas le choix de faire autrement. Et donc comment on revient à un discours politique et à un débat politique qui est bien celui sur les modes, l'organisation de l'espace public, et évidemment la question de la méthode politique, de la gouvernance de la politique publique, qui passe par la consultation des usagers, des habitants et des principaux concernés. Ouais, ça fait peut-être le lien avec une question pour Daphné, mais moi ça me fait penser à la question des ZFE, dont on a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, où c'est exactement. Peut-être justement, vous pouvez nous donner votre point de vue là-dessus, mais on est dans cette imposition d'un schéma qui est très carré et qui ne laisse pas place à l'exception, justement pour certains véhicules qui sont moins polluants que d'autres plus récents, etc., etc. Du coup, comment ça se traduit côté inclusivité ou discrimination, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est sûr qu'en fait, il y a cet enjeu qu'on a retrouvé un peu de sentiment d'injustice qui peut être présent, en fait, en se disant on m'enlève un peu ce que j'ai. En tout cas, nous, ce qu'on voit sur les personnes qu'on peut accompagner, pas toutes n'ont un véhicule, encore une fois, je rappelle, mais en fait, il peut avoir ce côté un peu injuste. En fait, voilà, moi j'ai ma voiture, déjà c'est bien pour moi d'avoir une voiture, et en fait demain vous me dites que je pourrais plus l'utiliser pour aller bosser. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a vraiment cette question-là, et je pense que la question de l'acceptabilité, moi j'aime pas trop utiliser ce mot acceptabilité comme s'il fallait accepter ou refuser. En fait, pour moi il y a cet enjeu de montrer pourquoi on en est là aujourd'hui. Et puis de prendre aussi en compte probablement que les ZFE sont arrivés peut-être un peu dans le mauvais sens. Tu dis, il y a un cadre où en fait on va dire, toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer, mais peut-être il aurait fallu avant que les gens aient des alternatives pour pouvoir leur dire, toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer. Donc on a un peu l'impression d'une politique publique à l'envers, où il faudrait plutôt avoir des systèmes de transport en commun qui sont efficaces, et où on se dit, et des infrastructures vélo et tous les types de mobilité autres que la voiture individuelle, pour qu'on puisse se dire, voilà, maintenant on est arrivé à un point où la pollution de l'air, elle est tellement importante, et la voiture en est la principale responsable sur notre territoire, donc maintenant on limite. Et encore une fois, nous, sur les personnes qu'on accompagne,
le choix financier, il est majeur en fait, parce que tu disais tout à l'heure, en fait, on réduit le nombre de kilomètres qu'on fait. En fait, nous, les gens qu'on accompagne, du coup, en ce moment, elles sont en train de se dire, est-ce que je mets du carburant dans ma voiture ? Est-ce que je remplis mon frigo ? Ou est-ce que je paie ma facture d'électricité ? En fait, on en est là. Donc, c'est vraiment plus une question de pas de se dire, bon, bah mince, je partirai pas en week-end à la mer. En fait, non. C'est vraiment une question d'arbitrage sur des choses qui sont sur des besoins essentiels. Et donc, si on a des vraies alternatives, si on a des alternatives qui sont efficaces, qui sont peu coûteuses, là, en fait, il n'y a plus cette notion d'acceptabilité qui rentre. En fait, c'est du bon sens. On choisit son mode de transport s'il est efficace, si il me coûte peu d'argent et s'il me permet d'arriver au travail à l'heure. Donc pour moi, la question des zones à faible émission, c'est de se dire aujourd'hui, c'est une politique qui est là, qui est nécessaire parce qu'on n'en a pas fait assez avant. C'est vraiment le coût de l'inaction. Et donc maintenant, comment on crée des zones à faible émission qui sont une occasion de repenser sur les territoires la mobilité. Encore une fois, pas en se disant ok, du coup on convertit tous les véhicules critères 5, 4 en véhicules critères 1, mais comment on en profite pour se dire on a besoin de réduire la voiture, la place de la voiture dans nos centres-villes et dans les périphéries proches, et donc on propose des alternatives. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment à cœur de se dire, en fait, les zones à faible émission, c'est une occasion d'avoir des zones à faible émission et à forte accessibilité, parce que dans ces territoires, aujourd'hui, il y a des personnes qui, de toute façon, ne peuvent déjà pas se déplacer, et demain, qui pourront encore moins se déplacer pour celles qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir une voiture. Donc, c'est quelque chose qui semble, pour les plus précaires, aujourd'hui, peut-être un peu, je vais être pris à la gorge pour certains, mais en fait, si c'est mal fait, mais si c'est bien fait, ça peut vraiment être une occasion de se dire ok, on a ces ZFE, on travaille sur des dispositifs financiers pour changer de véhicule ou pour accéder au transport en commun, on propose des alternatives à la voiture, et nous on a vraiment à cœur aussi de se dire la ZFE, ça ne concerne pas que les personnes qui habitent dans la ZFE, mais bien tous ceux qui sont en dehors, et eux encore plus parce qu'ils sont encore plus dépendants de la voiture, et pour autant ils ont besoin de se rendre dans les centres. Et je vous prends l'exemple assez fréquent de la question de la santé, parce qu'aujourd'hui les centres hospitaliers, demain les gros centres hospitaliers seront tous dans les ZFE, et les personnes, en fait, il n'y a plus de spécialistes, il n'y a plus de médecins dans les campagnes, dans les zones périurbaines, et elles auront besoin d'y aller. C'est au-delà de la question de l'emploi, c'est vraiment une question du soin. Et donc, qui est de se dire, en fait, comment aussi on prend en compte toutes ces personnes qui ne sont pas dans les ZFE, mais qui seront directement concernées, qui sont en dehors des ZFE. Donc ça nécessite de la concertation, de l'information. Nous, on a fait une petite enquête en interne sur les personnes qu'on accompagne. Elles ne sont pas au courant des ZFE, pourtant à Grenoble, pourtant à Lyon, pourtant à Rouen. Donc là, c'est toutes des ZFE qui ont lieu, qui sont en place ou qui se mettent en place dans quelques mois. Elles n'ont pas conscience de ça, connaissance de ça, elles n'ont pas connaissance des aides. Donc il y a aussi cet enjeu d'accompagnement, de se dire pourquoi il y a ce dispositif, pourquoi ce serait une contrainte, et en fait quelle opportunité ça peut ouvrir, pas des alternatives à la voiture, et par une nouvelle façon de repenser nos territoires, et encore une fois en évitant de déclasser encore plus ces personnes qui déjà dans les milieux ruraux se sentent un peu voilà, tous les services administratifs sont partis dans la grande ville, donc on n'a déjà plus rien, et en plus on va plus pouvoir y aller. Donc en fait, comment on fait aussi en sorte de reconnecter ces territoires et pas encore plus en faire une frontière très poreuse, quoi. D'accord. Juste pour complément sur les ZFE, d'abord une idée reçue et c'est souvent le cas quand on parle de la voiture, on parle toujours de « ah mais j'ai pas le choix ». Il se trouve qu'il y a une étude sociologique très fine qui a été faite sur la Plaine Commune. Plaine Commune, c'est pas une commune très riche, enfin c'est pas une interco qui est très riche. Sur Plaine Commune, ils ont été voir en juin 2020. Ils ont regardé tous ceux qui avaient vraiment besoin d'un véhicule pour aller au travail, mais vraiment. Regardez les alternatives, ceux qui n'ont pas le choix, par exemple qui sont en telle précarité ou qui sont sur des horaires décalés, enfin vraiment, voilà. Et en fait, c'est que 12%. Et donc, c'est pas une majorité, et on est souvent dans les centres, on est sur déjà des endroits où il y a une offre de transport en commun. Alors qui est peut-être insatisfaisante, qui est peut-être pas qualitative, qui est peut-être encore trop chère pour certains, mais une offre qui existe quand même. Donc il faut relativiser sur les ZFE ce côté, on assassine, la plupart du temps, on a des alternatives. Et là encore, je pense que le vélo n'est pas encore assez considéré comme étant une alternative crédible. Sur les ZFE, nous, on a eu beaucoup de débats de savoir, bon, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc ? Est-ce que c'est juste un outil pour changer de voiture ? Ou est-ce que c'est un outil qui peut être un sujet intéressant ?
Et ben, on se dit que finalement, ça peut être effectivement un outil. Et un outil pour que ce soit plus efficace sur la pollution de l'air, parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, il est possible que ça fasse un bid. Donc ça, c'est un point important. Il faut que ça soit une réussite, sinon c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on aura juste embêté tout le monde et à la fin, ben, il y aura toujours ces problèmes-là. Donc la première chose, c'est ça. Et puis, il faut que ce soit plus juste. Et puis, dernière chose qui me paraît hyper importante, je voulais ouvrir sur cette question-là, c'est qu'on n'en a pas encore parlé, mais un des enjeux de la mobilité, c'est la démobilité. Alors, je dis le mot, c'est le gros mot. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on n'ait pas forcément besoin de se déplacer. Et donc, l'exemple que tu donnes, c'est de désertification des services publics partout. C'est un drame en soi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément organiser les déplacements pour aller en centre-ville, c'est qu'on doit amener le service public et les commerces et ce dont on a besoin au plus près des habitants. C'est cette utopie de la ville du quart d'heure, mais que je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en lumière dans la loi et qu'il faut qu'on arrive à planifier. Et en Île-de-France, nous, on a l'année prochaine, il y a un moment très important qui s'appelle la révision du SDRIF. Oh là là, comme c'est moche. En gros, l'idée, c'est quel aménagement du territoire on fait en Île-de-France. Et c'est vraiment l'enjeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on met tous les emplois à l'ouest? Est-ce qu'on met tous les logements à l'est? Est-ce que comment on construit l'Île-de-France de 2040? Et en fait, ça, c'est un enjeu sur lequel nous, en tant qu'élus, on voudrait que tout le monde s'empare de ce sujet-là. Qu'on travaille vraiment dans des zones, qu'on travaille vraiment sur un projet de territoire qui soit cohérent et qui permette justement de ne pas toujours être obligé de se déplacer et de se dire que, par exemple, on a toujours une gare à moins de 10 km. On a toujours la possibilité de se déplacer à vélo et de le combiner avec autre chose pour les grands déplacements. Et que surtout, à moins d'un quart d'heure de chez moi, à vélo ou en marchant, ben je trouve ce dont j'ai besoin la plupart du temps. Et c'est, à mon avis, l'enjeu. Et voilà, c'était juste pour ouvrir sur les questions d'aménagement du territoire, parce que je pense que c'est la clé. Merci pour ces réponses. Je pense que la table ronde touche à sa fin parce qu'il est 20h30. Ouais, exactement, on doit libérer la scène. Mais on voulait vous remercier, Daphné, Charlotte et Vincent et Thibaut d'être venus pour cette table ronde, aussi le public et ceux qui nous ont suivis en live. Et on espère que le débat aura permis d'éclairer l'importance des législatives pour les questions de mobilité et également de pollution de l'air. Merci encore. Merci.